Depuis le tout premier épisode de Dexter, le sergent James Doak a clairement montré que quelque chose ne tournait pas rond chez Dexter Morgan. Il n'avait pas besoin de preuves, il le sentait. C'était comme s'il percevait ces vibrations troublantes que Dexter dégageait malgré son sourire aimable et sa façade d'homme ordinaire. Comment Doak est-il passé de simplement le trouver bizarre, à le surveiller de près et à se convaincre qu'il était un tueur? La réponse ne tient pas en une seule chose, mais en une somme de petites pièces qui, réunies, ont formé un puzzle trop clair pour être ignoré. D'abord, les absences et les excuses. Dexter ne disparaissait pas pour se divertir. Il partait soi-disant pour le travail, à des heures étranges, inventait des scènes, prétendait aller chercher des preuves ou à des entretiens. Pour la plupart, cela pouvait passer pour un expert médico-légal dévoué, mais pour Doak, c'était un schéma. Quand quelqu'un s'absente à répétition et que ses explications sonnent faux, un détecteur de mensonges humains comme Doak commence à l'apprendre. Deuxièmement, le comportement sur les scènes. Dexter n'analysait pas seulement. Parfois il semblait s'enthousiasmer d'une façon presque inquiétante. Des regards prolongés, des commentaires déplacés, une fascination clinique pour le sang qui n'avait rien à voir avec la simple curiosité professionnelle. Doak voyait ce regard et ne le prenait pas pour du professionnalisme. Il y lisait une forme de reconnaissance, comme si Dexter voyait ces scènes d'une manière personnelle. Troisièmement, l'instinct et le passé de Doak. Il n'était pas un simple policier. Son passé militaire et ses expériences l'avaient entraîné à détecter les menaces réelles. De plus, sa propre vie avait connu la violence et la dureté. Cela lui avait donné une sensibilité particulière pour lire en quelqu'un qui feignait la normalité. En d'autres termes, Doak savait reconnaître un prédateur là où d'autres ne voyaient qu'un masque. Quatrièmement, l'escalade. Dexter réagit lorsqu'il sentit qu'on l'observait. Il manipula des scènes, mentit sur des addictions et tenta de discréditer Doak. Au lieu d'éteindre la suspicion, ces manœuvres ne firent que l'alimenter. Ce qui avait commencé comme une intuition devint une enquête active. Filature, questions, confrontation. À la fin, Doak cessa de le qualifier simplement de « bizarre ». Il avait réuni assez de pièces, des absences inexpliquées, des regards qui en disaient plus que les mots, un passé qui lui donnait les yeux pour voir ce que d'autres refusaient de voir, et la propre réaction de Dexter lorsqu'il se sentit acculé. Cela transforma la suspicion en certitude. Doak ne s'était pas trompé par hasard. Il avait vu quelque chose qui résonnait avec sa propre expérience de l'obscurité humaine. Il n'avait pas seulement vu un homme avec des secrets, il avait vu un chasseur caché sous la peau d'un citoyen respectable et cette intuition lui suffisait pour ne jamais reculer. La première chose qu'il faut comprendre, c'est à quel point il était incroyablement difficile pour Dexter de maintenir sa double vie. D'un côté, il y avait sa vie officielle, analyste médico-légal spécialisé dans les éclaboussures de sang pour la police de Miami. Un homme instruit, sérieux, avec une carrière stable, entouré de collègues qui lui faisaient confiance. Mais de l'autre, il y avait sa vie secrète, celle d'un tueur en série régi par un code très particulier, le fameux code de Harry, qui lui dictait qui devait mourir et comment il devait s'y prendre sans laisser de traces. Ces deux facettes ne pouvaient pas coexister paisiblement bien longtemps. Elles entraient constamment en collision. Comment un homme pouvait-il respecter les horaires, les enquêtes, les rapports et les scènes de crime, tout en tenant à jour une liste secrète de victimes à traquer, étudier et éliminer? Il était inévitable qu'il s'absente du travail à des moments inopportuns, qu'il arrive fatigué ou distrait, qu'il invente des excuses peu convaincantes pour justifier où il était allé. Et ces excuses fonctionnaient avec la plupart de ses collègues, parce que tous le voyaient comme le « gentil gars » du bureau, poli, calme, arrivant toujours avec des donuts pour détendre l'ambiance. Mais il y avait une personne que ce masque n'a jamais trompé, le sergent James Doak. Doak ne gobait pas le déguisement de Dexter. Pour lui, chaque disparition était un signal. Chaque regard étrange sur une scène de crime était un indice que quelque chose clochait. Alors que d'autres le prenaient pour un simple maniaque du sang, Doak l'interprétait autrement. Il voyait quelqu'un trop intéressé, quelqu'un qui semblait prendre un plaisir excessif à ce qui devait, normalement, inspirer du dégoût. Et voici un détail fondamental. Doak n'était pas un policier ordinaire. Il avait un passé militaire. Il avait servi dans des environnements extrêmes où apprendre à lire le danger était une question de vie ou de mort. Il n'avait pas besoin de preuves pour identifier un prédateur. Son instinct criait quand il en avait un en face de lui. Et dès le premier jour où il vit Dexter, il sut que cet analyste sympathique cachait quelque chose de bien plus sombre. C'est pourquoi chaque absence de Dexter, chaque alibi mal construit et chaque remarque déplacée au travail, au lieu de passer inaperçue, s'accumulait dans l'esprit de Doak comme les pièces d'un puzzle. Peu à peu, il fut convaincu qu'il n'avait pas affaire à un simple expert excentrique, mais à un homme qui dissimulait un secret mortel. Dans la première saison, on voit plusieurs exemples clairs de la manière dont les soupçons de Doak envers Dexter commencent à prendre forme.
Dans l'épisode 5, Love American Steel, Dexter concentre son attention sur George Castillo, un trafiquant d'êtres humains qui profitait de familles désespérées pour les faire passer aux États-Unis et lorsqu'elles ne pouvaient pas le payer, les jeter par-dessus bord. Un monstre humain, sans aucun doute. Fidèle à son code, Dexter décide d'en finir avec lui. Mais avant de le faire, il doit préparer sa chasse. Et c'est là que nous voyons le premier détail intéressant. Il tente de quitter le bureau avec une excuse improvisée, disant qu'il doit aller sur une scène de crime. Un alibi faible, mais qui, à ce moment-là, suffit. Sa sœur Debra le questionne immédiatement, lui demande où il va, mais comme d'habitude, Dexter répond de manière sèche et convaincante. Elle, qui fait confiance à son frère, le laisse partir. Le curieux, c'est que Doak n'était pas présent dans cette scène. À ce stade, il ne suivait pas encore de près chacun des pas de Dexter. Mais s'il l'avait fait, il aurait sûrement levé un sourcil. Ce type de sortie soudaine, sans explication solide, allait devenir une constante dans la vie de Dexter, et tôt ou tard, elle commencerait à nourrir les soupçons de Doak. Plus tard, dans l'épisode final de la première saison, Born Free, les choses atteignent un niveau bien plus élevé. Le Ice Truck Killer kidnappe Debra, et au milieu de la tension, Dexter disparaît. Précisément au moment le plus critique de l'enquête. Pour n'importe quel autre membre de l'équipe, son absence pouvait s'expliquer par du travail médico-légal, des papiers à remplir ou un quelconque détail de routine. Mais pour Doak et Lagertha, c'était déjà trop étrange. Tous deux décident d'aller le chercher chez lui, et ce qui se produit ensuite devient l'un des moments les plus emblématiques de toute la série. Ils suivent ses traces et le trouvent dans le chantier naval. Là se déroule la scène que les fans de Dexter n'oublieront jamais, le fameux et percutant face-à-face. La tension, à cet instant, est palpable. Doak, avec ses instincts de chasseur, n'a pas besoin que Dexter parle beaucoup pour remarquer que quelque chose ne va pas. Et Dexter, dans une tentative désespérée de justifier sa présence dans un lieu aussi compromettant, improvise une excuse proche du ridicule. Il dit qu'il attendait une livraison de meubles de Thaïlande. Soyons honnêtes, qui, sain d'esprit, irait attendre des meubles importés au beau milieu d'un chantier naval, en pleine nuit? L'excuse ne sonne pas seulement absurde, elle renforce ce que Doak soupçonnait déjà depuis longtemps, que Dexter Morgan cachait quelque chose de bien plus sombre que ce que tout le monde au commissariat pouvait imaginer. Pour Lagertha, l'explication pouvait passer pour une simple bizarrerie sans importance. Pour le reste de l'équipe, ce n'était qu'une excuse de plus venant d'un expert réservé et un peu étrange. Mais Doak, lui, ne gobait pas d'histoire. Il voyait au-delà des mots. Son instinct lui disait que, dans ce regard nerveux de Dexter, il y avait bien plus que des meubles ou du travail médico-légal. Il y avait un secret dangereux. Ce moment marqua un avant et un après. Ce fut une confirmation, même sans preuve concrète, que ses intuitions allaient dans la bonne direction. Et à partir de là, l'obsession de Doak à vouloir découvrir la vérité sur Dexter ne fit que croître. Mais il n'y avait pas que les excuses et les absences. Même lorsque Dexter était physiquement présent au bureau ou sur une scène de crime, son comportement éveillait les soupçons. Et Doak, avec son regard aiguisé et sa méfiance naturelle, était toujours prêt à le remarquer. Dès le premier épisode, on en a un exemple très clair. Dexter est assis sur sa chaise, tournant tranquillement, tout en observant des photos d'éclaboussures de sang. Pour n'importe qui, cela pourrait sembler normal. Après tout, il est analyste spécialisé dans les motifs sanguins. Mais ce qui est troublant, c'est la manière dont il le fait, avec une sorte de jeu enfantin, comme s'il prenait un plaisir presque innocent à regarder ces images sanglantes que tout le monde trouvait répugnantes. Et soudain, Dexter lâche un commentaire étrange, presque comme s'il parlait d'art ou d'un loisir amusant. Pour lui, les éclaboussures de sang ressemblaient à des dessins d'enfants, à une sorte de peinture au doigt. Un commentaire bizarre, déplacé, et surtout dérangeant dans un contexte aussi sérieux. C'est à ce moment-là que Doak l'interrompt sans détour. Il lui dit directement « Tu me files la chair de poule, Dexter. T'es vraiment un putain de taré. » Cette réplique directe et sans filtre résume parfaitement la perception que Doak avait de lui dès le début. Tandis que le reste de l'équipe voyait en lui un expert dévoué, Doak voyait autre chose, un esprit qui semblait apprécier l'horreur. Et ce ne fut pas la dernière fois. Dans l'épisode 7, Circle of Friends, une autre situation vient renforcer ses soupçons. Dexter analyse la scène d'un meurtre avec un niveau de concentration et d'intensité qui dépasse largement le professionnalisme. Son regard est fixe, presque hypnotique, comme s'il se connectait à l'esprit du tueur d'une manière trop personnelle. Doak arrive sur place, l'observe attentivement, et ne tarde pas à lui lancer une accusation déguisée en sarcasme, mais pleine de vérité. « Qu'est-ce qu'il y a, Morgan? Ça t'excite, tout ça ?» La question, bien que provocatrice, révèle exactement ce que Doak percevait. Que ce que Dexter montrait n'était pas de la curiosité professionnelle, mais une fascination intime,
presque morbide, pour la violence. Et voilà ce qui est intéressant. Pour n'importe quel autre membre de l'équipe, ses attitudes pouvaient sembler être les excentricités d'un type un peu étrange. Mais pour Doak, ses regards et ses commentaires étaient des signaux clairs qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre sous la façade tranquille de Dexter. C'était comme s'il voyait en lui un reflet que les autres refusaient d'admettre. Pourquoi seul Doak a-t-il remarqué ce que personne d'autre ne voyait? La réponse réside dans quelque chose de fondamental. Doak n'était pas un flic ordinaire. Avant de rejoindre la police de Miami Metro, il avait servi dans les forces spéciales de l'armée américaine. Il avait vu la mort de près, senti la peur dans des zones de guerre, et surtout, il avait appris à reconnaître les prédateurs, ceux qui tuent non pas par devoir, mais parce qu'ils aiment ça. Et c'est exactement ce qu'il perçoit chez Dexter. Pas un simple technicien du sang, mais quelqu'un qui comprend trop bien ce qu'il regarde. Chaque éclaboussure, chaque trace, chaque couteau semble réveiller quelque chose en lui. Pour Doak, ce regard n'était pas celui d'un scientifique, c'était celui d'un chasseur. Et comme tout bon chasseur, il savait reconnaître un autre. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas supporter Dexter. Pas parce qu'il le détestait gratuitement, mais parce qu'il sentait en lui une présence qu'il avait déjà croisée sur les champs de bataille. Celle d'un homme dangereux, capable de tuer sans émotion. C'est aussi pour cela que leur confrontation était si intense. Chaque fois qu'ils se retrouvaient face à face, la tension montait à un point presque insupportable. Ni l'un ni l'autre n'avait besoin de mots pour savoir qu'ils se jaugeaient mutuellement, comme deux prédateurs cherchant à savoir qui était le plus fort. Un moment clé survient lorsque Doak, déjà convaincu que quelque chose cloche chez Dexter, commence à le suivre discrètement. Il l'observe, note ses absences, ses changements d'humeur, et surtout, le vide émotionnel derrière son sourire permanent. Ce n'est plus une intuition, c'est une traque. Dans les épisodes suivants, cette obsession devient visible. Doak commence à apparaître là où Dexter s'y attend le moins. Il surgit sur les scènes de crime, dans les couloirs du commissariat, ou même dans des lieux personnels, uniquement pour le regarder et analyser ses réactions. Et chaque fois, la tension grimpe d'un cran. Ce n'est plus seulement une rivalité entre collègues, mais une véritable chasse psychologique. Doak veut des preuves, et Dexter, pour la première fois, sent qu'il ne peut plus se cacher derrière son masque. Cette dynamique atteint son apogée dans la 2e saison. Après la découverte des sacs poubelles remplis de corps au fond de la baie, le FBI se met à traquer le mystérieux Bay Harbor Butcher. Et ironie du sort, personne ne sait que le tueur qu'ils recherchent travaille juste à côté d'eux, dans leur propre équipe. Doak, lui, ne doute plus. Toutes ses intuitions trouvent enfin une explication. Chaque absence, chaque réaction froide, chaque comportement anormal prend sens. Dexter Morgan est le boucher de la baie de Miami. Mais voilà la tragédie de Doak. Il a raison, mais personne ne veut le croire. Sa réputation de flic colérique et impulsif joue contre lui. Pour ses supérieurs, il n'est qu'un policier difficile à gérer, trop agressif pour être pris au sérieux. Et c'est précisément cette réputation qui va le condamner. Pendant que Doak accumule les soupçons, Dexter, lui, commence à comprendre qu'il doit agir avant que la vérité n'éclate. Et à partir de ce moment, le jeu du chat et de la souris s'inverse. Celui qui traquait devient la proie. À partir de là, la tension entre les deux hommes atteint son point de rupture. Doak décide de suivre Dexter jour et nuit, convaincu qu'il finira par le prendre en flagrant délit. Et il n'a pas tort, il s'en approche dangereusement. Pendant plusieurs épisodes, on le voit observer chacun de ses mouvements. Il analyse ses horaires, ses déplacements, même ses conversations avec des bras. Et peu à peu, il parvient à assembler les pièces du puzzle. Le calme artificiel de Dexter, son regard vide, ses absences nocturnes. Tout concorde avec le profil du tueur qu'il recherche. Le moment décisif arrive quand Doak découvre le laboratoire secret de Dexter. Là, il voit enfin la vérité nue. Les instruments, les échantillons, les photos, et surtout, les lames soigneusement rangées. Tout correspond au modus operandi du Bay Harbor Butcher. Ce qu'il ressent à cet instant est un mélange de choc, de rage et de triomphe. Pendant des mois, on l'a traité de paranoïaque, mais il avait raison depuis le début. Dexter Morgan est bel et bien le tueur. Mais avant qu'il ne puisse rapporter quoi que ce soit, Dexter le surprend. Ce face-à-face est brutal, silencieux et terriblement tendu. Deux prédateurs qui se reconnaissent enfin. Et au lieu de le tuer, Dexter choisit de le capturer. Il l'enferme dans une cabane isolée au cœur des marais, un endroit aussi lugubre que symbolique. Là où la justice ne peut pas atteindre, où seul le chasseur et la proie existent.
Pendant plusieurs jours, Doak reste prisonnier. Il essaie de raisonner Dexter, de l'amener à se livrer, mais rien n'y fait. Dexter le nourrit, lui parle parfois, presque comme s'il voulait se convaincre qu'il n'était pas un monstre. Mais Doak, fidèle à lui-même, ne se laisse pas manipuler. Tu n'es pas un héros, Morgan. T'es juste un putain de psychopathe avec un code. Cette phrase résonne comme un coup de poing, parce qu'elle dit la vérité que Dexter s'efforce d'ignorer depuis toujours. Et quelque part, au fond de lui, il le sait. Mais la tragédie du sergent Doak, c'est qu'il ne sortira jamais vivant de cette cabane. Lorsque Lila, l'ancienne amante de Dexter, découvre l'endroit, elle décide d'agir à sa manière. Et dans un acte aussi insensé que symbolique, elle fait exploser la cabane, tuant Doak sur le coup. Le monde entier croira alors que lui était le B. Arbor butché. Et Dexter, une fois de plus, sera libre. C'est ainsi que se referme le cercle. L'unique homme qui avait vu clair en lui, celui qui avait senti le monstre sous le masque, meurt sans avoir pu prouver la vérité. Et c'est précisément ce qui rend le destin de Doak si tragique et si brillant à la fois. Parce qu'il n'avait pas besoin de preuves scientifiques ni de confession. Il avait simplement un instinct infaillible. Celui du soldat, du chasseur, de l'homme qui reconnaît la noirceur dans le regard d'un autre. Et c'est pour cela que, même après sa mort, la série entière conserve son empreinte. Chaque fois que Dexter se sent en sécurité, chaque fois qu'il pense avoir tout effacé, il y a une ombre derrière lui. Celle de Doak, qui continue de murmurer. Hic new ito lalon, moder fasterisk asterisk asterisk r. À la fin, malgré tous ses efforts et son instinct impeccable, Doak n'a jamais réussi à révéler publiquement le secret de Dexter. Il n'a jamais eu l'occasion de le démasquer devant le monde entier. Il a été victime des circonstances et du jeu méticuleusement calculé par Dexter. Chaque mouvement de Doak avait été anticipé, chaque action analysée, et au final, il s'est retrouvé piégé dans le réseau d'un assassin bien plus froid et méthodique. Mais cela ne diminue en rien son mérite. Dès le premier épisode, de la première suspicion jusqu'à son dernier souffle, Doak savait qu'il y avait quelque chose de sombre et dangereux derrière le masque de Dexter. Tandis que tous les autres collègues voyaient en Dexter un gars sympathique, un professionnel dévoué, un ami fiable, Doak percevait une vérité plus profonde. Derrière cette façade apparemment normale se cachait un monstre capable de planifier et d'exécuter des meurtres avec un contrôle et un sang-froid absolu. Et peut-être que le plus intéressant dans tout ça est pourquoi Doak pouvait voir cette obscurité avec autant de clarté, alors que personne d'autre ne le pouvait. La réponse réside dans le fait qu'il portait lui-même une partie de cette obscurité en lui. Pas exactement de la même manière que Dexter, mais une ombre similaire. Un passé violent, un instinct pour l'agression, la capacité de reconnaître le danger, et surtout, un sens inné de la justice qui le poussait parfois à dépasser la morale. Cette connexion entre eux, bien que jamais explicitement formulée dans la série, explique pourquoi Doak pouvait flairer Dexter de manière que les autres ne pouvaient pas. Ce n'était pas seulement un instinct policier, ni de la paranoïa. C'était la perception d'un homme qui connaissait le côté le plus sombre de la nature humaine, qui avait appris à le détecter et à le reconnaître lorsqu'il se reflétait chez un autre. Dans ce sens, Doak devient plus qu'un simple antagoniste dans l'histoire de Dexter. Il est un miroir, reflétant ce que Dexter aurait pu devenir si ses circonstances avaient été différentes. Un rappel que même les hommes les plus proches de la loi peuvent porter des ombres profondes, et que parfois, l'obscurité reconnaît l'obscurité. Même s'il n'a jamais réussi à révéler la vérité, sa présence et ses soupçons sont essentiels pour la narration de la série. Il nous rappelle que tous les secrets ne peuvent pas rester cachés pour toujours, et que même les mensonges les plus soigneusement construits peuvent être perçus par ceux qui ont l'instinct et la capacité de voir au-delà des apparences. Eh bien, jusqu'ici se termine notre exploration de l'esprit de Dexter et de comment le sergent Doak a presque découvert tous ses secrets. Presque. Si tu as aimé cette analyse et que tu veux encore plus de théories folles, de secrets cachés et de détails que les fans de Dexter adorent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Abonnez-vous à l'heure de Dexter. Active la cloche pour ne rater aucune vidéo et rejoins notre communauté de passionnés qui savent qu'à Miami, le sang et les secrets cachent toujours quelque chose de plus.